Bonsoir. Donc, je vous propose de démarrer le conseil municipal du 7 juillet. Alors, nous avons un certain nombre de pouvoirs, mais avant, en secrétaire de séance, je vous propose Patrick Guérin, si tout le monde en est d'accord. Parfait. Donc, les pouvoirs de Pierrette de Noyelles à Laurence Lamère, de François Curuchet à Patrick Guérin, d'Anne-Marie Stéphan à Patrick Schillinger, de Pascal Posé à Valérie Pérez-Lopez, de Bernard Noël à Marina Renucci, Virginie Fleuriel à Simonetta Resta et Laurent Choucroune à moi-même. Ça sent un petit peu les vacances. Par ailleurs, je vous propose de rajouter un point à l'ordre du jour qui concerne une motion de soutien au dispositif bouclier de sécurité du Conseil régional d'Île-de-France et du département de Seine-et-Marne. Donc c'est le document qui vous a été déposé sur table et sur lequel on a eu quelques échanges, même si à l'époque ce n'était pas une proposition de motion de soutien sur le groupe des élus de la majorité. Est-ce que pour l'ajout de ce point à l'ordre du jour, il y a des remarques? Est-ce que quelqu'un est contre? Je vous en remercie. Donc le premier point à l'ordre du jour concerne le procès-verbal du conseil municipal du 19 mai. Y a-t-il des remarques sur ce PV? Contre, abstention, adopté à l'unanimité. On va maintenant passer au point toponymie. Alors, donc il y a trois propositions de dénomination qui sont proposées. Alors, dans l'ordre, parce que j'ai rajouté quelques notes tout à l'heure. Donc, la première dénomination qui vous est proposée, c'est pour le bâtiment qu'on appelle ancienne mairie, qui est situé rue des Anciennes Mairies, anciennement rue Creuse. Donc, il est proposé de le dénommer mairie école Raymond du Graveau. Donc, Raymond du Graveau est né à Magny-le-Hongre. Sa famille est d'origine vosgienne. Ses parents étant décédés prématurément, il s'engage dans l'armée et est fait prisonnier de guerre à Dunkerque, puis déporté en Allemagne. En Allemagne, il est dans les camps des prisonniers de guerre, les stalags, et ensuite il a l'occasion de travailler dans une ferme avec une famille allemande. À son retour à Magny-le-Hongre, il rapporte une vision de l'agriculture différente sur de grandes parcelles et notamment actif sur le sujet du remembrement national pour le développement de l'agriculture. À Magny-le-Hongre, cela se traduit par la suppression des haies, les coupes de peupliers, des travaux de drainage. Avec son beau-frère, Marcel Dupré, donc, qui était marié à sa sœur Louisa, il crée les CUMA, les coopérations d'utilisation du matériel agricole. Ces CUMA sont financés notamment avec l'aide du plan Marshall. Cela permet de remplacer progressivement les chevaux qui travaillaient dans l'agriculture. J'ai fait des recherches. Les chevaux qui travaillaient dans l'agriculture par des engins agricoles et donc d'avoir une meilleure productivité. Dans l'objectif d'avoir de plus grandes parcelles, il s'associe avec Serge Goudaillé pour obtenir donc des terrains plus importants et dispose également d'une ferme laitière de près de 500 vaches. Il embauchait régulièrement des saisonniers avec Marcel Dupré et Charles Vallée pour tout ce qui était la récolte, des pommes de terre et des betteraves. Il a 4 enfants qui sont nés à Magny-le-Hongre. Donc les deux aînés, Michel et Jean-Pierre, ont été à l'école, donc dans ce bâtiment mairie-école, pour l'année 1954-1955. Puis ont été scolarisés à Sainte-Thérèse à Saint-Germain, puisque l'enseignante était régulièrement absente. Les deux plus jeunes, Jean-Marc et Claudine, ont fait la totalité de leur scolarité dans cette école à Magny jusqu'au collège. Il était conseiller municipal en mai 1945, donc dès le retour de la guerre, et est devenu maire en 1953. En 1953, à Magny-le-Hongre, nous avions 150 habitants et 7 fermes. Il avait alors 33 ans et il est resté maire jusqu'à la veille de sa mort en juin 1974. Parmi quelques-unes de ses décisions, la toute première a été la mise en place d'un financement d'un voyage scolaire de fin d'année pour l'ensemble des enfants de l'école. En 1956, il fait signer une pétition et menace
l'inspection académique de la démission de la totalité du conseil municipal s'ils n'obtiennent pas, donc de l'inspection académique, le départ de l'enseignante qui était toujours absente, ce qu'il finit par obtenir. En 1962, donc c'est sous son mandat, un de ses mandats, qui ont eu lieu les travaux d'adduction pour eau potable. Jusqu'à présent, nous n'avions pas d'eau potable à Magny-le-Hongre. Et l'eau du puits avait été déclarée impropre à la consommation en 1955 suite à un cas de typhoïde. En 1970, il y avait une menace de fermeture de l'école et il autorise, on va dire, l'assistante médicale de l'époque, Madame Feuchterlé, à garder davantage d'enfants, au-delà de l'agrément officiel, mais ça on ne mettra pas dans le compte-rendu, ce qui permet d'avoir plus d'enfants dans l'école et donc de maintenir la classe unique. Il a également été président du syndicat du ramassage scolaire du canton et qui permettait de prendre les enfants sur Magny pour les emmener au collège d'Espy. Donc il a été maire pendant 21 ans sur 3 mandats. Voilà, donc pour la dénomination du bâtiment Mairie-École Raymond Dugraveau, est-ce que vous avez des remarques, des questions complémentaires? Quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La deuxième dénomination donc, qui est prévue, c'est celle du terrain où il y a les chevaux. Donc là, il vous est proposé de le dénommer cet espace le Clos CLOS Vallée. Donc la famille Vallée est arrivée en provenance de Montguillon. Charles Vallée s'est marié avec Hélène Eugénie Goudaillé en 1933 à Magny et a été membre du conseil municipal. La ferme des Vallées se situait rue Sainte-Geneviève, tout en haut, vous savez, quand vous remontez la rue, en fait, au droit de la rue du Tocbois. Il y a eu 3 enfants nés de cette union, donc André, qui a acheté une propriété agricole sur les hauts de Crécy, Guy, qui habite maintenant rue de Paris, et qui avait acheté la ferme de la Rivière à Magny-le-Hongre. Donc c'est la maison Vallée sur laquelle vous avez travaillé, Eddy, là où il y a aujourd'hui la place de l'Hôtel de Ville et la halle du marché. Et Germain, le 3e, qui est né en 1941 et qui a travaillé pour la ville de Meaux. Ces 3 enfants ont chacun hérité d'une partie d'un terrain qui est situé à l'entrée de la commune, rue Sainte-Geneviève, rue du Tocbois, autrefois dénommé chemin de l'Abîme. Chacun des enfants donc a eu 1/3 de ce triangle. J'ai une attention, c'est incroyable. À la fin des années, donc l'enfant Guy a construit sur sa parcelle, donc le tiers, son terrain à lui, le tiers de la grande parcelle d'origine, 5 maisons. Les 2 autres frères ont vendu leurs biens à la commune, qui a planté quelques arbres fruitiers, clôturé l'ensemble et installé un box pour abriter des chevaux. Donc on a ces chevaux depuis au milieu des années 2010. Donc il est proposé de dénommer cet espace en accord avec la famille, comme tout, d'ailleurs il y avait l'accord de la famille également pour M. Dugraveau, le Clos Vallée. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Et ensuite, il est proposé de dénommer le rond-point qui est à l'entrée de Magny-le-Hongre, le rond-point Jacques-le-Hongre. Donc de 1412, et je te laisserai compléter Pascal si tu as d'autres éléments, de 1412 à 1415, donc sous le roi Charles VI, la terre de Magny appartenait à Jacques le Hongre qui était écuyer, général conseiller sur le fait de la justice des aides. C'est probablement lui qui laissa son nom au village appelé par la suite tantôt Magny-Sainte-Geneviève, tantôt Magny-le-Hongre. Donc c'est en sa mémoire qu'on propose. Et puis, par rapport à l'origine du nom, qu'on propose de dénommer le rond-point sur lequel a été mis donc, un cheval en cortène sous le mandat précédent, rond-point Jacques le Hongre. Ça nous évitera de dire le rond-point de l'entrée quand on arrive de telle direction. Est-ce qu'il y a des remarques? Quelqu'un est contre, s'abstient, adopté à l'unanimité. Écoutez, je vous remercie pour ces 3 dénominations qui contribuent à rendre plus réelle et plus présente l'histoire de notre vie. Le point suivant concerne la décision modificative numéro 1 et je vais céder la parole à Gisèle.
Le point suivant concerne la décision modificative numéro 1. Et comme nous faisons des essais en matière d'intelligence artificielle, je cède la parole à Gisèle Henry, adjointe aux finances. Bonsoir. Donc, concernant la décision modificative numéro 1, donc, suite à des dépenses supplémentaires sur le pôle santé à hauteur de 20 000 euros, principalement sur des frais de notaire supplémentaires liés à l'achat des places de parking à la demande des médecins, des travaux supplémentaires d'électricité qui seront refacturés également aux médecins et des frais de géomètre qui représentent ces 20 000 euros. On a aussi par contre des dépenses qui sont moindres par rapport à ce que nous avions estimé. Nous avons moins 3 772 euros sur la vitrophanie et nous avons moins 6 363 euros sur la reprise de canalisation pour le groupe scolaire des Semailles. C'est pourquoi nous vous proposerons une DM1 à hauteur de 9 865 euros. Sur cette proposition de Gisèle Henry, y a-t-il des remarques? Quelqu'un est-il contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Donc, point numéro 4 sur l'APCP, je cède à nouveau la parole à Gisèle Henry. Concernant la PCP, donc on vient de voir qu'on a 20 000 euros supplémentaires sur le pôle santé. Comme ce projet fait l'objet d'une APCP, il est nécessaire de mettre à jour le coût total de l'opération et d'ajuster la PCP. Donc nous allons vous proposer le montant total de 1 889 889,47 euros avec en dépenses en réalisé en 2024 932 112,36 euros, en 2025 967 777,11 euros et 0 en 2026. En recettes, un total de 1 248 373 euros, 0 sur 2024, 927 744 euros en 2025 et 320 629 euros en 2026. En termes de dénomination, je rappelle que les AP sont les autorisations de paiement et les CP, les crédits de paiement. Vous ne voyez pas dans ce tableau apparaître la vente du deuxième local à l'ORL, elle est bien prévue, mais simplement pour l'instant, les documents étant pas signés, ils sont en cours de finalisation, je pense qu'on les passera en septembre. Ce sera rajouté ultérieurement. Donc sur ce point, y a-t-il des remarques? Quelqu'un est-il contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne la tarification pour la location de l'ancien centre de loisirs Éric Tabarly. Donc la commune dispose d'un centre de loisirs qui a été libéré en janvier 2024 suite à la baisse des effectifs sur la commune. Il s'agit d'un bâtiment de 817 m² de surface utile sur un terrain de 2400 m² à proximité de l'école Éric Tabarly, du centre de vie Passerelle et de la résidence La Boiserie. Il est proposé donc de le louer au gestionnaire, le club Bellinane de Chanteloup-en-Brie, représenté par M. Olivier Jacob, sous forme d'un bail commercial classique 3, 6, 9 ans. Le montant du loyer mensuel proposé est de 7 500 euros TTC, avec une gratuité de 4 mois maximum pendant les travaux qui pourra être accordée et un abattement de 30% sur les 3 premières années d'exploitation, ce qui ramènera pour les premiers mois le loyer à 5 250 euros TTC. Des adaptations et divers travaux seront réalisés sur le bâtiment par le locataire après validation de la commune. La commune, de son côté, s'engage à refaire une peinture du bardage bois extérieur. Donc, je vais vous dire quelques mots supplémentaires sur le projet. Alors, il s'agit d'un lieu, d'un souffle, d'une promesse. À quelques minutes du club Bellinane, à Magny-le-Hongre, un nouvel espace va commencer à se dessiner. Il sera pensé pour ce qui manque souvent dans nos vies, le calme, l'équilibre, la respiration.
Ce sera donc un cocon en devenir qui proposera des pratiques douces pour une expérience de bien-être complète. L'ouverture est prévue au printemps 2026. Il y aura des espaces donc, de détente et des équipements adaptés. Donc, l'objectif, c'est de créer un lieu à part. Vous en saurez un petit peu plus sur les réseaux sociaux dès demain. Et donc, ce qui vous est demandé aujourd'hui, c'est de valider la tarification et le principe d'un bail commercial de type 369, qui vous sera présenté ultérieurement. Est-ce qu'il y a des questions sur ce beau projet? Je précise également qu'il y aura globalement assez peu de travaux de transformation à l'intérieur, puisque justement le projet permet, c'est là tout son intérêt, de conserver les grandes salles. Donc après, les travaux vont être essentiellement au niveau de la création de sanitaires pour adultes, là où il y avait des sanitaires maternels, et de douches, voilà, et les poses d'une enseigne. Des remarques? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Écoutez, je vous remercie. Le point suivant concerne les créations de postes. Donc, afin de mettre à jour le tableau des effectifs dans le grade de brigadier chef principal BCP, il convient de créer un poste supplémentaire afin de répondre au recrutement pour notre service de police municipale. Actuellement, la police municipale est composée de 6 BCP, 2 gardiens brigadiers et 1 ASVP. Sur la création de ce poste de BCP, y a-t-il des remarques? Oui, Régis. C'est une création. Oui, Régis Ménigos. Oui, oui, bonjour. C'est une création de BCP, donc d'un brigadier chef principal supplémentaire. Il n'y a que des brigadiers chefs finalement. Essentiellement, oui. Mais ce poste-là, c'est en accord avec le point 12 que l'on verra tout à l'heure, je suppose. Pas complètement, puisque comme tu le sais, on a 10 postes ouverts au niveau de la police municipale et actuellement on n'a que 9 agents. Oui. Donc tant qu'on va jusqu'à 10, on est dans le cadre de la police municipale. D'accord. De Magny-le-Hongre uniquement. Donc ce poste supplémentaire vient en supplément des 3 vacants. Donc s'il fera 6 et 2, 8, 9, 12, s'il fera 13 personnes au total, ou je compte mal? Je confirme, tu comptes mal. Oui. Je te charrie. 6 plus 2 plus 3 plus 1. Là, ça nous fait 12. Ça fait 12, ça fait pas 13, oui. Oui, mais on prévoit un poste supplémentaire à ce qui est prévu là. C'est dans les 3 postes vacants. Ah, d'accord, Oui. ok. Oui, c'est ce qu'on avait dit au départ quand on avait parlé de la pluricommunale. L'objectif, c'était d'avoir 2 policiers supplémentaires. Donc, on a toujours eu, en fait, 10 postes d'ouverts. Ça fait de nombreuses années. On n'en a pas ouvert récemment, mais on a eu 2 départs récemment. On a eu un départ de M. Sebeloué qui est retourné en Guyane. Et puis, on a eu le départ de M. Perrault qui est allé dans la proche région parisienne. Je n'ai plus en tête le nom de la ville. Donc, en fait, c'est ces 2 départs-là. Il y a déjà une personne qui avait remplacé. Et là, du coup, il y a encore quelqu'un qui arrive. Et donc, les 2 postes restants vacants seront également pourvus? L'annonce est en cours. Après, des entretiens ont lieu. Jusqu'à présent, on n'a pas identifié. Je laisserai Patrick Guérin éventuellement compléter. Mais je ne pense pas qu'on ait encore complètement identifié. Mais je sais qu'il y a des rendez-vous qui sont programmés ou qui doivent avoir lieu ces jours-ci. Et l'objectif, ce sera effectivement d'avoir 2 policiers supplémentaires, oui. Oui, pour compléter, 2 personnes se sont actuellement présentées, mais ce n'est pas totalement confirmé. Voilà. Donc, on les a reçues, elles conviennent au poste. Maintenant, il faut qu'elles acceptent. C'est jamais simple dans la police municipale. C'est très compliqué. Il y a de la concurrence sur toutes les communes voisines et lointaines. Ok, donc ça rentre dans ce qui a été prévu des 9 ou 10 ou même recrutements supplémentaires au niveau des agents de commune. C'est pas des... Oui, alors ça apparaissait comme étant chiffré en plus, parce que je vois bien ton raisonnement, ça apparaissait comme étant chiffré en plus au budget 2025 par rapport au budget 2024, puisqu'effectivement le 10e poste n'a pas toujours été pourvu sur 2024, mais il n'y a pas eu d'ouverture de poste en tant que tel sur 2025.
Parce que je rappelle que quand au budget, tu étais intervenu par rapport à la masse salariale qui était plus importante qu'en 2025 qu'en 2024, 2024, il y a certains postes qui n'ont jamais été pourvus. On l'avait redit à l'époque, on avait parlé notamment des travaux, de l'état civil, etc. Oui, ça n'empêche que dans l'absolu, ça fera quand même une masse salariale plus importante que les années précédentes. Si tous les postes sont pourvus. Voilà. Ce qui ne sera pas forcément le cas non plus. Ok. Mais effectivement, si tous les postes ouverts étaient pourvus, oui, mais la réalité, c'est que souvent, il y a aussi des départs. Et voilà, là, on a quelqu'un qui est parti ou qui part à la fin du mois au marché public. Pour l'instant, on n'a pas encore identifié de personne pour la remplacer. Donc, il y aura peut-être un temps de latence. C'est quelque chose qui arrive régulièrement dans la vie de la ville. Pourquoi vous parlez de création Mathieu Royer, si tu peux allumer ton micro. Ah si, il marche. Pourquoi vous parlez de création si c'était des postes qui étaient non pourvus? Que le poste, il était déjà ouvert, en fait. Si je ne me trompe pas, il était ouvert, Jean-Michel? Non? Alors, c'est moi qui me trompe. Ah, il n'était pas ouvert. D'accord. Donc, ok, donc tu as raison, c'est une création de poste, pardon. Oui, création de poste supplémentaire. Mais en fait, on avait déjà validé lors des précédentes présentations des budgets primitifs le fait d'être à 10 policiers, ça j'en suis certaine. Donc là, pour reprendre ce que disait Régis, ça fait bien 13 postes, parce que c'est 12 postes aujourd'hui de budgétiser, de créer, d'ouvert. Là, on a 12, plus 1, ça fait 13. C'est des grades en fait. Le poste existe déjà au grade de... Ah, c'est une transformation de grade. On avait prévu les finances, mais il faut créer le poste de BCP, puisqu'on avait surtout des gardiens brigadiers. Si on avait eu un gardien brigadier, il n'y avait pas de souci. C'est une transformation de poste alors. Je dirais, si je comprends bien, je pense que c'est ça. Oui. C'est une transformation de poste, est-ce qu'on est bon en disant ça? Qu'en fait, qu'on avait un poste ouvert de gardien brigadier, mais qu'on transforme du coup... Oui, enfin, on le laisse, mais en fait, comme concrètement, sur les 3 postes vacants de gardien brigadier, on va recruter un BCP, du coup, on crée un poste de BCP. On crée un poste de BCP et potentiellement par rapport à ce qui a été voté au budget, normalement il est prévu éventuellement 2 postes de gardiens brigadiers. Oui, d'accord. Donc en fait, oui, c'est ce que je disais, c'était prévu au budget déjà depuis de nombreuses années, mais comme ça n'avait pas lieu, quand on était sur les CA, la somme forcément n'avait pas été utilisée, mais elle est reprévue au budget d'après. Et là, donc c'est ce qu'on avait prévu, c'est des gardiens brigadiers, et comme celui qui est recruté, c'est un BCP, du coup, c'est l'ouverture d'un poste de BCP. Et effectivement, en toute logique, en fin d'année, il y aura la fermeture du poste de gardien brigadier. Ok. C'est donc pas un poste supplémentaire. Il est inclus dans les 3 vacants. Il est inclus dans les 3 vacants, donc du coup, ça fait plus que 2 vacants gardiens brigadiers, sachant que si ce sont des BCP qui postulent, du coup, on refera le même exercice. Oui. Ça s'éclaircit. On est à 12. De toute façon, on est à 12, ça c'est certain. Ça n'a rien à voir avec le recrutement du secrétaire pour la police. Ah non, ce ne sera pas le secrétaire pour la police. Le poste de secrétaire de police municipale, c'est un autre poste qui a été prévu au budget 2025. Pour l'instant, il y a des candidats qui ont été identifiés, mais il n'y a personne qui est confirmé sur ce poste. Et l'entretien va avoir lieu. C'est bon? Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce point? Est-ce que quelqu'un est contre, du coup, de créer le poste supplémentaire BCP? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Une abstention, donc Régis Ménigoz, est adopté à la majorité des suffrages exprimés. Le point suivant concerne le dispositif, les dispositifs jeunesse que nous proposons de mettre en place, donc permis citoyen et formation au premier secours. Donc je propose à Simonetta Resta de les présenter. Merci Véronique. Bonjour, donc ces 3 dispositifs que je vais vous soumettre. Donc le permis citoyen 18-25, les instances participatives 15-25 et la formation PSC. Donc le premier, c'est le permis citoyen. Dans le cadre de notre politique de soutien à la jeunesse et de promotion de l'engagement citoyen,
la commune souhaite mettre en place une action visant à aider les jeunes à financer le permis de conduire en échange de 35 heures de mission d'engagement au sein des services municipaux ou d'associations partenaires. L'accès au permis de conduire représente un enjeu majeur pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Son coût élevé constitue cependant un frein important, en particulier pour ceux issus des familles modestes. Parallèlement, la commune et les associations locales ont régulièrement besoin de renforts pour mener à bien leur mission d'intérêt général. Ce dispositif répond à une double mission. Favoriser l'autonomie et l'employabilité des jeunes en leur permettant d'obtenir le permis de conduire à moindre coût et encourager l'engagement citoyen en leur offrant l'opportunité de contribuer au dynamisme et au vivre ensemble de notre commune. Les objectifs opérationnels sont les suivants. Financer un nombre spécifique de permis de conduire pour les jeunes de la commune en contrepartie d'une action citoyenne de 35 heures et réduire les obstacles financiers pour les jeunes âgés entre 18 et 25 ans. Et comme action concrète, donc, on va attribuer 10 bourses pour les permis de conduire par an. Le budget est de 5 000 € par an pour financer les dispositifs. Donc, les publics ciblés et les dispositifs s'adressent aux jeunes de 18 à 25 ans résidant sur la commune avec tout un parcours qu'on leur demandera d'effectuer, donc notamment un dossier à monter, la motivation, les raisons, etc. Les dossiers les demandes seront analysées par une commission et ensuite il y aura une signature d'une convention tripartite entre les jeunes, la mairie et l'école de conduite. Les conditions d'attribution de l'aide et les documents à joindre seront notamment l'âge de 18 à 25 ans, être rémanent depuis au moins un an à la date du dépôt du dossier, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, un titre d'identité, etc. Donc tous ces documents avec la lettre de motivation et détenir déjà le code. Donc nous, en fait, on finance la partie conduite. Les partenaires de l'action sont les services municipaux, les autres écoles et les associations du territoire. L'opération se déroulera uniquement sur la commune de Magny-les-Angles et les financements donc sera de 5 000 €, comme on a déjà dit. Donc, les bénéfices attendus pour les jeunes, un soutien financier concret, une expérience valorisante et un engagement citoyen reconnu. Pour la collectivité, un renforcement ponctuel des services municipaux et des associations et un impact positif sur l'implication des jeunes dans la vie locale. Et pour la cohésion sociale, une action solidaire et enrichissante, favorisant les échanges intergénérationnels et la participation active à la vie communale. Les principaux indicateurs d'évaluation qui ont été retenus: nombre de bourses attribuées chaque année par rapport à l'objectif fixé et pourcentage de jeunes bénéficiaires ayant passé et obtenu leur permis. Voilà, donc on a tout un règlement. Je pense que c'est un peu long à lire, sauf si vous souhaitez que je le lise. D'accord. Donc on a évidemment rédigé le règlement avec la nature de l'aide, l'objectif du dispositif, la nature de l'aide, le public éligible, l'engagement du bénéficiaire, la condition des candidatures et les pièces à fournir, la sélection du bénéficiaire, les cas particuliers et les interruptions, et les suivis et l'évaluation. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ces points? Merci. Deuxième dispositif, c'est l'instance participative de 15-25 ans. Donc, dans les cadres du développement de la politique jeunesse, la commune souhaite favoriser la participation des jeunes aux politiques publiques qui les concernent. À ce jour, elle dispose déjà d'un conseil consultatif des jeunes, dit CCDJ, destiné aux 10-14 ans, composé d'une vingtaine de jeunes élus représentant leurs pairs qui participent à la conception d'événements et aux différentes commémorations. Dans cette dynamique, il est proposé de créer une instance participative destinée aux 15-25 ans qui leur permettra d'être force de proposition et de suivre des dossiers relevant spécifiquement de la jeunesse. Ces projets répondent à un double enjeu: créer un espace de dialogue, d'expression et de co-construction avec les jeunes, favoriser leur implication concrète dans les projets municipaux et dans la vie démocratique locale.
Ensuite, renforcer les liens entre les jeunes et la collectivité et encourager la participation citoyenne et l'engagement des 15-25 ans. Donc, les objectifs opérationnels, c'est créer l'instance de consultation et d'échange entre la jeunesse et les élus. Donc, pour identifier les préoccupations, les propositions des jeunes sur des thématiques locales, mobilité, écologie, loisirs, solidarité, musique, etc. Favoriser des passerelles avec les autres dispositifs jeunesse de la commune, par exemple les CCDJ ou l'espace jeunesse. Organiser des rencontres régulières et participatives avec une cadence de 3 ou 4 fois par an. Comment ça va se concrétiser? Avec un lancement d'un appel à participation auprès des jeunes de la commune, l'organisation de 3 à 4 rencontres donc par an, mise en place d'ateliers thématiques participatifs, intégration ponctuelle des jeunes dans certains projets municipaux, consultation sur aménagement, événements, actions solidaires, etc. Restitution des échanges aux élus et aux services municipaux, évaluation annuelle avec les jeunes participants. Donc, comme on a déjà expliqué, ça concerne les jeunes de 15 à 25 ans. Il y aura donc un diagnostic et cadrage du projet, communication et mobilisation des jeunes, organisation logistique des rencontres, déroulement des séances participatives, synthèse, suivi et valorisation des propositions, et bilan annuel et ajustement éventuel. Donc, la durée de l'action est à définir avec un lancement envisagé à l'automne et un rythme régulier annuel, avec donc 3 à 4 rencontres par an. Les partenaires de l'action sont le service jeunesse, enfance, éducation. Enfance, jeunesse, éducation. Les établissements scolaires, comme le lycée et les collèges, les acteurs associatifs de la jeunesse et les structures d'insertion ou de formation, comme les missions locales. Ça se passera uniquement à Magny-les-Hongres. On a donc un budget global qui va être défini. Bon, pour l'instant, on ne l'a pas encore défini, mais on le définira en fonction des besoins identifiés et des éventuelles subventions de la CAF, du département et de la région. Voilà, donc bénéfices attendus. Jeunes mieux informés et impliqués dans la vie locale, sentiment d'appartenance à la commune renforcé, idées et initiatives locales portées par les jeunes, développement des compétences personnelles, expression, argumentation et collaboration. Les indicateurs d'évaluation retenus seront le nombre de participants aux séances, la diversité des profils, donc âge, genre et quartier, qualité des propositions formulées, nombre de propositions intégrées dans les projets municipaux et retour qualitatif des jeunes et des élus. Troisième projet dont je vous parle, donc est-ce qu'il y a déjà des questions au sujet de ce que je viens d'énoncer? Un travail qui a pris plusieurs mois, dont je vous remercie d'ailleurs d'avoir fait partie des commissions qui ont travaillé sur le sujet. Formation PSC est encore un projet. Donc, il s'agit d'une formation pratique et sensibilisation aux gestes des premiers secours pour les jeunes. La commune de Magny-les-Hongres a fait le choix affirmé de promouvoir la formation aux gestes de premiers secours auprès des jeunes. Convaincue de l'importance de ces compétences pour la sécurité individuelle et collective, la collectivité souhaite faciliter l'accès à la formation PSC1. Cette démarche s'inscrit dans une volonté politique forte d'accompagner les jeunes dans leur parcours d'insertion professionnelle et personnelle en leur offrant des outils valorisants et utiles dans leur vie quotidienne. La commune entend aussi renforcer son engagement en faveur de la jeunesse en proposant un dispositif accessible et régulier répondant à cet enjeu prioritaire. Donc, les objectifs, comme on déjà dit, c'est favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, renforcer la citoyenneté et la responsabilité individuelle et contribuer à la sécurité collective en multipliant les personnes formées aux gestes des premiers secours. L'objectif opérationnel est d'organiser 1 à 3 sessions de formation PSC1 par an sur la commune et permettre au moins 30 jeunes par an d'obtenir cette formation. Proposer une formation à un coût abordable, donc 10 € de participation par jeune, le coût total restant est pris en charge par la collectivité. Valoriser la formation dans les parcours d'insertion des candidats et les candidatures des jeunes. Les actions concrètes. Identification et communication auprès des jeunes via les canaux de la structure Info-Jeunesse, réseaux sociaux, affichage, partenariat avec établissements scolaires, etc. Mise en place d'un calendrier annuel des sessions PSC1, coordination avec un organisme agréé pour l'animation de formation.
Ensuite, il y aura toute la gestion, l'accompagnement, etc. Les publics ciblés, c'est des jeunes de 16 à 25 ans résidant sur la commune de Magny-les-Hongres. Pour la préparation du projet, donc, il faut la validation politique et budgétaire après de nos élus et les partenaires. On va sélectionner l'organisme et l'élaboration du support des communications. Il y aura ensuite le lancement de la communication, l'organisation des sessions, les suivis et évaluations. Chaque session dure environ 7 heures, donc une journée, avec 2 ou 3 sessions organisées par an. Comme partenaire, on aura l'organisme agréé des formations PSC1, par exemple la Croix-Rouge, la Protection civile, et les établissements scolaires et lycées. Les territoires d'intervention sera la commune de Magny-les-Hongres uniquement. Donc pour l'instant, le budget global prévisionnel est entre 1 800 et 2 000 euros, puisque les tarifs peuvent varier selon l'organisme de formation retenu. Donc la commune de Magny-les-Hongres sera le principal financeur et la participation des jeunes sera à hauteur de 10 euros par personne. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Oui. Je tenais à remercier cette qualité de la commission vie familiale. Donc, Mariana, je tenais à te témoigner, Simonetta, notre jeune retraitée également. Je pense qu'avec Claude, on a pu être très participatif, constructif. On a soit fini à pas d'heure, mais je pense que c'était vraiment dans l'intérêt de nos jeunes de cette commune. Merci. Merci Mathieu pour l'intervention, mais l'ensemble des commissions travaillent également sur les différents sujets. La commission vie familiale se termine effectivement régulièrement tardivement depuis ce début de mandat et également lors des mandats précédents. Sur ces 3 projets présentés par Simonetta, y a-t-il des remarques? Non. Donc le premier... concernant donc le permis de conduire, le document étant long, je remonte tout en haut. Donc le permis de citoyen, donc permis de conduire pour les 18-25 ans. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Écoutez, je vous remercie pour les jeunes. En ce qui concerne la mise en place de l'instance participative 15-25 ans, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Et enfin, en ce qui concerne la formation pratique aux gestes de premier secours pour les jeunes, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant donc, concerne la tarification jeunesse. Simonetta Resta nous présente le point. Merci Véronique. Donc, au sujet de la tarification jeunesse, on a réfléchi à l'idée de créer 2 types de tarification. La première pour une tranche d'âge de 11 à 14 ans, qu'on appellera accueil fermé, et l'autre tranche sera de 15 à 17 ans avec un format accueil ouvert. Donc, le format accueil fermé, c'est l'adhésion pour les 11-14 qui permet aux jeunes d'accéder à la structure jeunesse ouverte pendant les vacances scolaires ainsi que sur le temps scolaire. Toute participation à une activité sur la structure ou sur une sortie se déroulant en dehors de la commune durant les vacances scolaires nécessite une inscription préalable via les kiosques famille, donc par les parents. Et l'adhésion de format accueil ouvert, donc l'adhésion pour les 15-17 permet aux jeunes d'accéder à la structure jeunesse ouverte pendant les vacances scolaires ainsi que les temps hors scolaires. Toute participation à une sortie se déroulant en dehors de la commune durant la vacances scolaire nécessite une inscription préalable via le kiosque famille, donc les parents. Cependant, l'accès à la structure reste libre, sans inscription, grâce à l'adhésion. Donc, les tarifs pour la proposition de l'accueil fermé, donc 11-14 ans, et pour répartis en 2 groupes de tranches. Première tranche, Q1, Q3, ce sera 20 euros pour les entrées maniants et 60 euros pour les extérieurs. Et Q4, Q6, ce sera 40 euros pour les entrées maniants et 60 euros pour les extérieurs. Concernant l'adhésion 15-17 ans, les tranches Q1 et Q3 donc, restent établies. Pour les entrées maniants, on aura 10 euros d'inscription et l'extérieur 40. Et Q4, Q6, 20 euros pour les entrées maniants et 40 euros pour les extérieurs.
La raison est l'autonomie des jeunes entre 15 et 17 ans qui auront la capacité, avec cet abonnement, on dira abonnement, de pouvoir être autonomes, venir, aller, venir, sans besoin forcément d'être encadrés comme on doit le faire avec des mineurs de 14 ans. Donc, la participation aux activités le mercredi et vendredi soir, les jeunes adhérents peuvent fréquenter librement les structures mercredi et vendredi soir sans inscription obligatoire, donc, mais avec cet abonnement. C'est en gros une manière d'exister et d'être repérés. Les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants peuvent toutefois le faire. En effet, une grande majorité d'entre eux étant engagés dans les activités sportives ou culturelles ces jours-là, ont la possibilité de profiter des animations et des jeux mis à disposition avant ou après leurs activités extrascolaires. Néanmoins, en cas de sortie occasionnelle organisée, une inscription préalable via les kiosques familles sera obligatoire. Évidemment, on doit chiffrer, on doit structurer la sortie. Quand il y aura un déplacement en transport en commun, il y aura donc un ticket RER-A qui sera mis à disposition, un ticket bus. Et pour le format OREL, quand on a, en fonction, si jamais on fait un déplacement groupé, la facturation s'effectue au réel, c'est-à-dire en fonction des coûts effectivement engagés et du nombre de tickets utilisés pour les trajets aller-retour. Le montant est ensuite répercuté sur les familles, logiquement toujours au prix du tarif. Donc, la proposition d'horaire d'ouverture est pendant les vacances scolaires, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Hors vacances scolaires, ça sera du mercredi à 13h30 à 18h et les vendredis de 13h30 à 18h. En soirée, ça sera de 18 à 22h30. Évidemment, horaire susceptible d'une modification. Le tarif est établi sur la base du devis fourni par les transporteurs éventuellement et le coût total est ensuite divisé par le nombre de participants à l'activité afin de déterminer les parties individuelles facturées à chaque participant. Cela, c'est un cas de sortie en quart. Par exemple, on fait sortie à Astérix, ben voilà, évidemment, il y aura le prorata qui sera partagé avec les parents. Je rappelle que les sorties sont facturées après l'événement, donc pas avant. La participation au repas, donc elle est déjà existante. La participation des familles pour les repas est prise en charge par la commune et plafonnée à 6 € par repas. Donc, que ce soit la journée ou la demi-journée ou la soirée, ça sera 6 €. Quand on parle des soirées, on parle par exemple des pique-niques de soirée ou des veillées qu'on fait ensemble. Il s'ajoute évidemment des frais de transport au cas où la sortie va se faire ailleurs et le repas va se faire ailleurs. Donc, il y a un règlement de fonctionnement de l'activité jeunesse, si vous voulez, je vous le lis, sinon je vous laisse le lire. Vous me dites. Voilà. C'est le point suivant de toute façon, donc on va en parler. Bon, voilà, donc c'est le point suivant. Donc, est-ce que les tarifs vous conviennent? Est-ce que cet effort, ces changements correspondent? Voilà, je laisse la parole à Véronique. Sur la proposition de tarification, donc 2 tarifs sur les 11-14 et 2 tarifs sur les 15-17, est-ce qu'il y a des remarques? Je voudrais juste faire une petite remarque. Le terme accueil fermé, moi, il me choque un petit peu. Je te propose réservé ou restreint. Oui, éventuellement, on va en changer, on va trouver autre chose. C'était pour l'instant une manière de faire la différence, comme tu sais, entre les différentes manières de devoir gérer les populations. Mais oui, on va trouver un terme qui puisse être plus soft, oui, effectivement. Tu veux compléter, Marina? Non? D'accord. Après, il faut qu'on regarde si ce n'est pas un terme utilisé par la CAF. Parce que je me demande s'ils n'ont pas les notions d'accueil semi-ouvert, ouvert et fermé, en fait. Parce que nous, des secteurs fermés, c'est pas bon signe. C'est autre chose. Donc ça me choque le terme. Et puis avec accueil, ça va pas. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, pour la tarification d'accès sur place, est-ce qu'il y a des remarques? Quelqu'un est-il contre?
s'abstient, adopté à l'unanimité. Et si je ne me trompe pas, Simonetta, je crois que le poids jeune est de nouveau ouvert les mercredis, c'est ça? Alors oui, on a commencé à l'ouvrir le mercredi à partir de 13h. On en a profité pendant les vacances, pendant la période de juin. Et à partir donc, de demain, ça sera les vacances d'été. Et donc, il y aura les activités selon le calendrier établi. Parfait, merci. Et donc le point suivant, toujours Simonetta Resta, concerne le règlement de fonctionnement des activités jeunesse. Donc, règlement des fonctionnements des activités jeunesse. Les activités jeunesse 11-17 ans rentrent dans l'accueil collectif des mineurs à caractère éducatif et sont soumises à une déclaration auprès de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Le service enfance, jeunesse, éducation développe une politique jeunesse adaptée à des réalités territoriales. L'organisation de cet accueil est définie à partir des objectifs du projet éducatif local de la ville de Magny-les-Aubrais. Cette organisation répond aux besoins des familles et des jeunes et offre des loisirs variés à travers des plannings d'activités sportives, artistiques, culturelles, scientifiques, préventives et ludiques. Accessible à tous les jeunes de 11 à 17 ans et à titre dérogatoire aux jeunes déjà scolarisés en classe de 6e et qui n'auraient pas atteint l'âge de 11 ans. Les jeunes non domiciliés sur la commune peuvent être acceptés sous conditions, notamment places disponibles et tarifs extérieurs. 2 formules proposées aux jeunes de la commune, donc l'espace jeunesse format accueil fermé, est un service public mis en place pour accueillir les jeunes angrémaniens âgés de 11 à 14 ans. Il constitue une passerelle entre l'enfance et la jeunesse, donc la préadolescence. L'espace jeunesse format accueil ouvert est un service public mis en place pour accueillir les jeunes angrémaniens âgés de 15 à 17 ans. Il permet d'assurer la transition de la préadolescence vers l'adolescence avec pour finalité un accompagnement par la majorité. Le présent règlement a pour objet de définir les conditions de fonctionnement. Donc, la modalité d'adhésion administrative au service jeunesse comporte une inscription qui se fait en 2 temps, une adhésion administrative préalable après du service jeunesse, une inscription pour définir les jours de l'activité. Donc, l'inscription globale, les dossiers globaux et puis les précisions de la présence. Je vous la résume. Les tarifs, on vient de les nommer tout à l'heure. Donc, les pièces à fournir, je vous les épargne. Les modalités d'inscription, donc l'inscription aux activités est complémentaire à l'adhésion administrative. Le nombre de places disponibles est limité et varie selon les activités proposées. Une affiche de communication est créée et diffusée en amont afin d'informer largement la population du programme d'activités et des échéances liées aux inscriptions. Cette affiche est publiée sur les différents supports de communication mis à disposition par la commune. Afin de respecter les taux d'encadrement réglementaires, nombre d'animateurs par jeune accueilli, certaines activités, notamment les activités spécifiques, peuvent avoir un nombre de places plus limité que d'autres. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet de la commune, l'application Imagina, la rubrique Famille et réservation et un guide explicatif est également disponible sur le site internet à la rubrique Jeunesse, activité 11-17 ans, ainsi qu'un annexe du présent document. Il y a le règlement en cas d'annulation et absence et la participation financière, notamment les manières donc, de facturation, ainsi que les moyens de paiement. Voilà, donc je vous l'ai résumé. Aucun départ anticipé ne sera autorisé sans une demande par mail au service jeunesse pour les enfants inférieurs de 14 ans. Toutefois, aucun jeune ne pourra rester seul après 18h en hiver et 20h en été, même avec une autorisation écrite. Ça, c'est les axes principaux. Donc, voilà. Et puis, pour ce qui relève les temps de restauration, 2 formules sont proposées. Les jeunes obligatoirement inscrits à la journée ou la matinée pourront soit disposer de leur temps de pause méridienne comme ils le souhaitent pour manger à l'extérieur, en fonction de l'accord parental fourni, ou soit déjeuner sur la structure en apportant un pique-nique. La ville met à disposition des jeunes un réfrigérateur et un micro-ondes pour le repas encadré par les animateurs. Dans les premiers cas, ils devront être de retour sur site pour 13h45. À partir de 13h45, ils ne pourront plus être acceptés sur site ou à un autre horaire de l'après-midi. Dans les cas où un jeune inscrit ne se présente pas,
la famille sera immédiatement contactée. Les familles des jeunes ayant contacté un projet d'accueil individualisé devront les transmettre au service jeunesse au moment de leur adhésion administrative. Sauf circonstances exceptionnelles jugées comme telles par l'équipe d'encadrement présente sur place, il n'est pas permis aux parents de récupérer les jeunes pendant ou après le repas, ni de venir les voir pendant le temps du midi. Donc les gens ne peuvent pas venir uniquement pour le repas non plus. Donc après, il y a toute la période des horaires et les heures de la structure, et sachant que pendant les vacances scolaires, la structure peut être fermée en journée si des sorties sont organisées. Et donc, il convient ainsi de consulter les programmes d'activité sur le site de Magnélium.fr. À noter également qu'en cas de sortie, les horaires pourront être modifiés. Les familles seront dans ces cas prévenues en amont par les biais des programmations ou par téléphone au minimum 24 heures avant la sortie. Les animateurs se réservent le droit de refuser l'accès à l'activité si les jeunes ne se présentent pas à l'heure du rendez-vous. Ensuite, il y a la santé, les soins et les conditions d'éviction. Donc, il peut y avoir des maladies ou des maux pendant la journée, etc. Donc, je vous conseille de regarder ces détails-là. Et Je pense qu'on est sur des points qui sont assez généraux. assez techniques et déjà connus, je pense. Donc, voilà. Et je dirais que l'engagement des familles est important parce que dans l'engagement des familles, il y a les jeunes et les représentants légaux s'engagent à respecter et à faire respecter les points suivants, comme le respect du truie, du matériel, des horaires, des modalités de paiement et de l'ensemble des dispositions. Et voilà. Et le comportement inapproprié sera géré avec avertissement, etc., jusqu'à l'exclusion, temporaire ou définitive. Je ne sais pas si vous voulez que je continue ou si vous voulez prendre le temps de vous imprégner personnellement. Alors, sur le règlement de fonctionnement des activités jeunesse, tel qu'il a été présenté par Simonetta Resta bien en détail, et on a bien pris en compte le vocabulaire éventuellement à affiner entre accueil fermé et accueil ouvert, peut-être accueil avec inscription et accueil plus libre sans inscription pour les plus grands. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne l'adhésion au groupement de commandes pour la fourniture d'un espace numérique de travail. Je cède la parole à Marina Renucci. Bonsoir. Alors, le point concerne un groupement de commandes pour un espace numérique de travail, ENT, pour les écoles. L'Académie de Créteil a souhaité qu'il y ait une harmonisation des espaces numériques de travail sur les différentes écoles de l'Académie. Pour cela, elle a pris un abonnement pour l'année scolaire qui vient de se terminer, 2024-2025, et elle compte maintenant sur les communes pour poursuivre l'abonnement, chacune pour ses propres écoles. Donc de façon à ce que les communes puissent bénéficier auprès de l'ENT qui sera choisi. Donc pour l'instant, nous n'avons pas été informés de l'ENT qui sera choisi. Donc sur l'année 2024-2025, les écoles de la ville avaient utilisé l'ENT Pénélu, mais ce n'est pas certain que ce soit celui-là qui soit retenu par l'Académie de Créteil pour les années à venir. Donc nous n'avons pas été informés, mais on nous propose donc d'adhérer à ce groupement de commandes de façon à ce que les communes puissent bénéficier d'un tarif préférentiel par école. Donc ce n'est pas un tarif par élève, mais un tarif par école. Tarif que nous ne connaissons pas donc, à l'heure où on signe ce groupement de commandes, puisque cela dépendra aussi du nombre de communes qui adhéreront au groupement de commandes. Voilà. Donc la seule chose que nous faisons ici, c'est de demander d'adhérer de façon à pouvoir bénéficier d'un tarif préférentiel pour cette ENT que nous ne sommes pas, pour lequel nous ne sommes pas impliqués dans le choix. Voilà. C'est
sais pas s'il y a des remarques, des questions. Oui, mais on n'est pas obligé d'adhérer quand même de toute façon, ou on peut choisir autre chose, ou on est absolument obligé d'adhérer à cette ENT. Alors, on peut ne pas choisir, enfin, on peut choisir de ne pas payer de NT pour nos écoles. C'était le cas auparavant, hein. Chaque école prenait sur sa coopérative scolaire en général pour adhérer à un ENT différent. L'académie a souhaité mettre fin à cette multiplicité d'espaces numériques, de blogs, etc., qui faisait que tout le monde, même au sein d'une même école, différentes classes pouvaient avoir différents outils, a souhaité mettre fin à ça. Donc les communes ne sont pas obligées d'adhérer. Il se trouve néanmoins que les écoles de Magny-le-Hongre utilisent, et donc ont commencé toutes à utiliser un UNT similaire, donc à mettre en place des outils à la fois de communication vers les familles, pour les plus grands, les CM2, de mettre en place un début de communication avec l'enseignant pour s'habituer à ce qu'ils vont retrouver ensuite au collège. Et notamment de pouvoir partager, comme ça sera le cas après au collège, les devoirs et puis les différents événements qui se passent en classe. Donc on se voit difficilement priver nos écoles, et c'est vraiment pour nos écoles et les élèves, de cet outil-là. Même si nous avons affirmé dans tous les conseils d'école que le mode de forçage qui a été mis en place était des plus déplaisants, et que voilà, toutes les communes se retrouvent un petit peu dos au mur et finalement contraintes, parce que je ne vous cache pas que la première question que les parents d'élèves ont posée à tous les conseils d'école du premier trimestre déjà au début de l'année 24-25, c'est: est-ce que vous allez poursuivre ? Voilà. Donc toutes les communes ont dû avoir la même chose avec tous les parents d'élèves qui leur ont demandé: j'espère bien que vous allez poursuivre. Voilà. Donc dans ce contexte-là, ça nous semble bien pour nos écoles qu'ils continuent d'adhérer, tout en sachant qu'effectivement la démarche est un peu cavalière. Voilà. Et donc dans ce contexte, adhérer à ce groupement de commandes nous permettra d'avoir le tarif le plus avantageux possible. Je ne peux pas te dire autre chose, Régis Ménigos. De toute façon, c'est ça ou c'est rien du tout. Alors c'est ça, ou en fait, je ne sais pas bien si les écoles se décidaient à faire cavalier seul avec des ENT différents. Je ne sais pas si ça leur serait maintenant autorisé. C'est pas dit. Voilà. C'est pas dit qu'ils puissent, même en finançant ça avec leur coopérative scolaire. Je ne sais pas s'ils auront l'autorisation, parce que normalement, le NT choisi par l'académie répond à un certain nombre de normes, de sécurité. Voilà, il y a un raisonnement derrière qui fait que cette harmonisation, elle n'est pas juste pour dire que tout le monde a le même service, mais c'est aussi, il y a aussi un aspect sécuritaire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quand même sur des ENT, notamment, je crois que c'était au lycée à Céris, des intrusions sur les ENT qui ont permis d'envoyer via la messagerie des messages à l'ensemble des élèves et des familles. Donc j'imagine que suite à ce type d'épisode, il y a quand même un souci particulier sur l'aspect sécurité et accès au réseau extérieur, voilà, protection des élèves une fois qu'ils sont sur ce réseau. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Je repasse la parole à Véronique Flamand. Merci Marina. Effectivement, la méthode est un peu cavalière, néanmoins on peut apprécier le fait qu'il y ait une uniformisation, ce qui permet, lorsque des enseignants changent d'école ou pour les enseignants remplaçants, d'avoir le même outil informatique, et puis également donner un certain poids à l'inspection académique en cas de faille dans le système pour que le prestataire fasse le nécessaire, alors que quand on est cavalier seul, c'est toujours plus compliqué
faire évoluer les choses. Après, les groupements de commandes, c'est quelque chose qui existe régulièrement dans les administrations. Il y a pas... C'est ce que l'on a par exemple nous pour le transport, pour aller au centre aquatique. Donc sur cette autorisation de signature d'une convention de groupement de commandes en vue de la passation d'un marché public de fourniture d'un espace numérique de travail pour les écoles sous contrat de l'Académie de Créteil, y a-t-il d'autres remarques? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Et je m'étonne que Régis n'ait pas posé la question. On l'avait prévu au budget 2025 ou on n'avait pas encore l'info? C'était bien prévu au budget, Régis Ménigos. On a fait une estimation. C'est bien, c'est très bien. Le point suivant concerne l'acquisition d'une balayeuse de désherbage de seconde main auprès de la ville de Montévrain. Je cède la parole à Patrick Schillinger. Acquisition donc d'une balayeuse désherbeuse de seconde main auprès de la ville de Montévrain. Il avait été prévu au budget d'acquérir une balayeuse désherbeuse neuve. Nous avons appris que la commune de Montévrain s'apprêtait à mettre en vente la sienne aux conditions suivantes. C'est donc une balayeuse de désherbage de la marque Gico Cochet. C'est donc un matériel qui est fabriqué en France, dans le département de la Sarthe. La proposition de vente par la commune de Montévrain est de 8 000 € TTC avec les équipements suivants. Donc, bac de ramassage, brosse métallique, balai d'1 mètre de large et un lot de 6 brosses métalliques. En information, le prix neuf qui avait été budgété était de 16 800 € TTC uniquement avec brosse métallique pour le désherbage. Il est donc proposé aux élus de valider l'acquisition de ce matériel de seconde main. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce point? Puisqu'on va être sur une dépense de 8 000 € alors qu'on avait budgétisé 16 800 €, la différence retournera bien évidemment dans le pot commun. Est-ce qu'il y a, alors pour information, là, je l'ai vue tout à l'heure, donc elle est déjà utilisée sur la commune, puisqu'elle était rue de l'Abîme ce matin assez tôt, là, vers 9h. Est-ce donc pas de remarques? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient, adopté à l'unanimité. Je vous remercie puisque la balayeuse est déjà présente. Juste, est-ce qu'on sait Non, pourquoi en ils fait, l'ont on vendu? avait signé la dernière fois, on avait la dernière fois, je crois, passé en conseil municipal le prêt, la convention, voilà, c'est ça, donc vous aviez l'information lors du dernier conseil municipal. La machine a été révisée chez un prestataire et elle a été livrée directement à la ville et il nous la prête depuis gratuitement. On avait eu un prêt gratuit auparavant en vue de l'acquisition. Et on sait pourquoi ils l'ont vendu? Oui, et je l'avais dit, effectivement, on en avait parlé, c'est parce qu'ils ont décidé de sous-traiter. Voilà. Et donc la machine, elle a été immobilisée quelque temps, et avant de nous la céder, elle a été révisée. Voilà. Parce que bon, une machine qui est immobilisée, il vaut mieux qu'elle soit révisée avant qu'elle soit réutilisée. Merci Patrick Schillinger pour ces précisions. Donc le point suivant concerne l'autorisation de signature de la convention pluricommunale de la police municipale de Magny-le-Hongre. Donc sachant que des communes limitrophes peuvent mutualiser leurs agents de police municipale par le biais d'une convention pluricommunale, cette mise en commun des moyens est possible donc entre ces communes et les modalités sont définies par la loi. Donc il vous est proposé ici une convention entre les villes de Magny-le-Hongre, Esply, Montry et Condé-Sainte-Libière. Donc les éléments principaux de la convention, qui sera donc signée par toutes les communes, sachant qu'elle est déjà passée dans les 3 autres conseils municipaux. Donc le principe, c'est que la ville de Magny-le-Hongre la police municipale de la ville de Magny-le-Hongre fera des interventions donc, sur les 3 autres communes, moyennant rémunération, donc sur la base d'un taux horaire de 40 € de l'heure, et en général 3 agents, donc 3 brigadiers chefs principaux essentiellement dans les véhicules, donc selon les demandes de ces villes qui figurent dans la convention. Donc, je vais vous les retrouver. Donc, pour la ville d'Esply, ce sera 3 vacations de 2 heures par semaine, donc 1h30 sur le terrain et 30 minutes de rapport derrière, et une vacation de 1 heure, soit 4 vacations par semaine. Pour Montry, il est prévu 3 vacations par semaine d'1h30, et pour Condé-Sainte-Libière également 3 vacations d'1h30.
Donc la police municipale de Magny-le-Hongre reste la police municipale de Magny-le-Hongre. Elle est recrutée par la ville de Magny-le-Hongre et sera placée, simplement les agents qui seront en service sur les autres communes seront à ce moment-là sous l'autorité du maire de cette commune. Il ne sera pas possible aux habitants de ces villes d'appeler la police municipale de Magny. Seuls les maires éventuellement pourraient le faire en cas d'urgence, puisqu'il est bien prévu que s'il devait y avoir une urgence sur ces communes, je pense par exemple à une inondation ou un incendie, comme ça peut malheureusement parfois se produire, on pourrait exceptionnellement aller en dehors des horaires, des temps d'intervention prévus dans la Convention. Donc lorsque les policiers municipaux de Magny-le-Hongre interviendront sur les 3 autres communes, ils interviendront évidemment avec la totalité de leur matériel, y compris leur armement, leurs caméras, leurs véhicules. Les agents donc sont assurés par la ville de Magny-le-Hongre et les différentes charges prises en charge par la ville de Magny-le-Hongre. Donc l'objectif en fait avec la mise en place de cette convention, c'est d'essayer de monter en puissance au niveau de la sécurité sur le secteur. Et donc il y aura un recrutement prévu, et c'est ce dont on parlait un petit peu tout à l'heure, de 2 policiers, ce qui nous permettra de passer à 12 comme ça a été inscrit au niveau du budget. Donc après on verra en fonction des grades si on n'ouvre pas des postes, et côté ville de Magny d'avoir une extension de présence plus tardive en soirée, et notamment d'avoir le soir très régulièrement 2 patrouilles, une qui soit sur Magny et une qui sera de temps en temps sur les autres villes, pour pouvoir se rejoindre en cas de besoin d'intervention renforcée. Donc voilà, est-ce que par rapport à cette convention, vous avez des remarques? Sur la convention elle-même, pas de remarque particulière. Bon, juste à savoir si le temps de parcours est intégré dans le temps alloué aux 3 communes. Donc ça, c'est la première chose. Après, bon, de toute façon, ça se traduira forcément par une augmentation des frais de fonctionnement et des frais de masse salariale. C'est obligé. Et c'est ce que j'avais annoncé déjà lors d'un précédent conseil municipal, donc pour lequel j'étais très réticent donc, sur cette convention et là-dessus. Vous ne vous étonnerez pas que je ne sois pas d'accord. La police municipale est sur Magny, elle n'est pas inclue dans les frais d'intervention sur les autres communes. Après, c'est une estimation du temps. Quand on dit que c'est 1h30 ou 2h avec le temps de rédaction des rapports, ça peut être une fois 1h20, 1h40. Mais l'objectif, c'est d'être au niveau du volume horaire qui a été demandé. Donc après, oui, ça va être 2 postes d'agents supplémentaires et donc un coût supplémentaire. Néanmoins, en face, on a des recettes. Et par rapport à ce qui a été prévu dans les budgets primitifs des 3 communes, ça couvre l'essentiel du recrutement des 2 policiers municipaux supplémentaires. Derrière, on dressera un bilan, on va faire un point au début tous les mois, tous les 3 mois, et puis progressivement dans la durée. Ensuite, si jamais on s'aperçoit que ce n'est pas quelque chose de positif, il est toujours possible d'y mettre fin. Ce n'est pas un engagement ad vitam, mais je pense que c'est quelque chose qui va dans le bon sens pour pouvoir, qui est sur un an, oui. Et c'est une convention sur un an, et c'est quelque chose qui va dans le bon sens pour renforcer la sécurité sur le secteur et avoir un autre profil de policiers municipaux également. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Est-ce que quelqu'un est contre? Donc un vote contre, Régis Ménigoz. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc adopté à la majorité des suffrages exprimés. Le point suivant concerne les décisions du maire prises depuis le dernier conseil municipal. Donc il s'agit d'un avenant conclu avec la société UTB en lien avec les travaux de la ferme du Pré, avec la société G2J sur le même sujet. Ensuite, une décision de fongibilité de crédit. La société Nguyen, donc un marché à MAPA conclu pour la fourniture et la livraison de pain au restaurant scolaire et à la crèche municipale. Ensuite, un marché conclu avec la société L'Écuyer pour des travaux relatifs aux toitures de 2 groupes scolaires de la ville, sachant que les travaux sur le groupe scolaire des Semailles auront lieu pendant l'été. C'est ça. Voilà. Et donc, ça c'était juste à porter à connaissance. Et donc, le dernier point
que je vous ai proposé de rajouter à l'ordre du jour. Donc il s'agit d'une motion de soutien au dispositif bouclier de sécurité du Conseil régional d'Île-de-France et du département de Seine-et-Marne, que je vais donc vous lire dans sa totalité. Donc, considérant que la sécurité de nos concitoyens est une priorité absolue pour les élus locaux qui en assurent la proximité au quotidien, considérant que depuis 2015, le Conseil régional d'Île-de-France, sous l'impulsion de sa présidente Valérie Pécresse, a mis en place le dispositif du bouclier de sécurité permettant aux communes d'investir dans des équipements de vidéoprotection, de s'équiper en véhicules et en matériel pour leur police municipale. Considérant qu'en 2021, ce dispositif a été complété par le bouclier de sécurité du département de Seine-et-Marne, portant le taux de financement jusqu'à 80% pour les collectivités locales. Considérant que grâce à ce soutien conjoint de la région et du département, 137 communes de Seine-et-Marne ont pu concrétiser 308 projets pour un montant total de 4,7 millions d'euros entre 2021 et juin 2025. Considérant qu'à Magny-le-Hongre, ces dispositifs ont permis en 2019 de financer à hauteur de 296 902 euros les travaux du poste de police municipale, en 2023 de financer la première phase de déploiement de vidéoprotection pour 23 805 euros, ainsi que l'achat d'un véhicule de police municipale pour 9 463 euros, en 2024 de financer l'achat de caméras piétons, de gilets pare-balles et de coffre-fort sécurisé pour 3 198 euros, et en 2025 de financer l'équipement en gilets pare-balles supplémentaires, de gazeuses et radars mobiles, ainsi que de demandes de soutien à notre vidéoprotection de 16 622 euros. Considérant que ces aides ont permis aux communes, souvent délaissées par l'État, de renforcer le continuum de sécurité en dotant leur police municipale des moyens nécessaires, en complémentarité avec la police nationale et la gendarmerie. Considérant que le recours en justice engagé par le groupe communiste au Conseil régional d'Île-de-France met gravement en péril la pérennité de ce dispositif et qu'en cas de suppression du bouclier régional, le département serait également contraint de revoir, voire de suspendre son propre dispositif. Considérant qu'abandonner ces politiques publiques reviendrait à laisser les communes seules face aux enjeux croissants de délinquance et d'insécurité, en particulier dans les territoires ruraux, périurbains et urbains les plus fragiles. Le conseil municipal de Magny-le-Hongre réaffirme son attachement au dispositif du bouclier de sécurité de la région Île-de-France et du département de Seine-et-Marne, exprime sa vive inquiétude quant aux conséquences d'un éventuel abandon de ces dispositifs, tant pour la sécurité des habitants que pour les capacités d'action des polices municipales, apporte son soutien à la région et au département dans leur volonté de poursuivre cette politique publique de bon sens en matière de sécurité, appelle à la mobilisation de l'ensemble des communes bénéficiaires pour défendre le maintien et la pérennisation de ces aides indispensables à la tranquillité publique. Sur l'adoption de cette motion, y a-t-il des remarques? Alain Massot. Juste une question, alors moi je partage pleinement cette notion. Le groupe communiste, il s'appuie sur quoi pour le recours? Sur juste un problème politique ou simplement quelque chose de vraiment très précis, comme les subventions qui ont été accordées pour d'autres choses comme ça? En fait, le groupe communiste se base sur le fait que la sécurité n'est pas normalement une compétence régionale, ni départementale, mais une compétence de l'État. Et à un moment donné, quand l'État est défaillant dans ses compétences, bien d'autres prennent le relais, on vient de le voir au point d'avant. Et donc le groupe communiste de la région a attaqué la région et sa présidente Valérie Pécresse au niveau du tribunal administratif, qui va peut-être leur donner raison sur le fond, et évidemment il va y avoir un appel derrière. Je suis moi-même allée, vous le savez peut-être, à la région, ça devait être mercredi dernier, puisqu'il nous a été proposé de venir témoigner de l'apport de ce bouclier de sécurité aux actions communales, et effectivement la ville en a bénéficié. Et au-delà, si jamais le tribunal administratif devait donner raison à la demande du groupe communiste et donc retirer la compétence et l'intervention de la région dans le domaine de la santé, il est très probable que de la sécurité, pardon, il est très probable en fait que la même démarche pourrait être entreprise à l'égard d'autres compétences, dont celle de la santé,
et qu'en l'occurrence, par exemple, notre demande de subvention pour le pôle médical qui doit passer en commission en septembre ne serait plus traitée. Donc je pense que la région s'investit dans des domaines qui sont essentiels pour les habitants, sécurité, santé, pour ne citer que. De même, la région intervient aussi beaucoup, et souhaiterait le faire d'ailleurs davantage, au niveau de la sécurité dans les transports. Donc là, le sujet est un petit peu différent parce que les transports sont de compétences régionales. Néanmoins, la sécurité dans les transports, la pose de caméras, les rondes d'agents ne sont pas normalement une compétence régionale. Mais à la région, beaucoup de maires ont témoigné. Et c'est vrai qu'à défaut d'être aidés, eh bien, par l'État, la région souhaite intervenir pour accompagner ceux qui veulent agir dans ce domaine-là. Et je précise d'ailleurs que je crois, si je ne me trompe pas, que ce sont 16 villes communistes qui ont elles-mêmes fait une demande d'aide via le bouclier de sécurité. Donc la situation est un petit peu absurde. Dans le groupe communiste qui ne sont pas d'accord, donc ça c'est une chose, il y a des élus locaux ou ils sont juste conseillers régionaux? Ce sont des conseillers régionaux. Il y en a qui sont maires ou adjoints ou implantés dans une commune qui savent de quoi ils parlent. J'ai pas le profil, honnêtement. Après, c'est le groupe communiste élu à la région, mais j'imagine que certains d'entre eux, effectivement, sont maires, puisqu'à la région siègent des maires, des adjoints et des conseillers municipaux essentiellement. Donc oui, il y a des élus locaux. Après, il y a des villes qui sont contre la sécurité par déontologie. Donc sur cette motion, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie parce que c'est un sujet essentiel. Et effectivement, face au désengagement croissant d'un État en faillite, il y a un moment donné, il faut que ces sujets importants soient pris en charge. Il est vrai qu'une ville comme la nôtre ne pourrait pas mener toutes les actions et tous les investissements si elle n'était pas accompagnée sous forme de subventions et souvent à hauteur de 80% pour la plupart de ces achats. Juste avant de conclure, donc, Pardon, excuse-moi. D'où la nécessité. Oui, pour finir. D'où la nécessité d'être très prudent, puisque on est certain que les subventions vont baisser de ci, de là, à droite, à gauche. Donc, d'où la nécessité d'être hyper prudent dans notre budget et dans nos décisions. Sachant qu'au niveau des recrutements et de la masse salariale, il n'y a pas de subvention. Hein. On est bien d'accord. Mais il faut les financer, donc il faut voir pour le financer en faisant des économies par ailleurs. Donc avant de conclure, je voulais vous dire que la colonie CD CM1, CM2 est bien arrivée dans le Vercors, c'est ça, donc ce soir. Je tiens à remercier donc tous les élus qui ont été présents lors de la fête de la musique, les Magnitudes qui ont été un très très beau succès, avec près de 3000 spectateurs le vendredi soir et 5000 le samedi soir. Donc merci à tous les élus présents, également à tous les services qui, sur ces deux manifestations, ont été extrêmement sollicités, qu'il s'agisse du service vie associative culture, mais aussi des services techniques qui ont réalisé l'installation, de la police municipale qui en a assuré la sécurité jusque tard dans la nuit, et également le service communication et tous les services de la ville. Également le marché nocturne, donc le premier marché nocturne de la ville qui s'est tenu vendredi soir a été un beau succès. Je pense que les commerçants présents ont été très contents et les restaurateurs également. Nous avions la semaine dernière aussi la fête de la crèche où les parents nous ont fait beaucoup de compliments sur le fonctionnement de la structure, et samedi matin les jardins familiaux qui continue à bien fonctionner avec une bonne ambiance. Je rappelle que nous avons tous les vendredis soirs donc les terrasses musicales de 19h à 21h, et je tiens à remercier les élus qui en assurent la permanence également. Et je vous rappelle que le 13 juillet, donc, il y aura le pique-nique organisé par le comité des fêtes, suivi du feu d'artifice. Voilà. Excuse-moi Véronique, puis-je rajouter quelque chose? Oui, Simonetta Resta.
Au sujet du samedi après-midi, l'équipe jeunesse a animé de 13h30 à 18h30 l'espace devant l'église, de la place de l'église, en attendant le concert de la caravane. Donc c'était aussi un beau succès. Et beaucoup de personnes qui sont venues, des enfants accompagnés par des parents ou pas, des plus jeunes, des moins jeunes. Donc c'était un événement plus intergénérationnel qu'autre chose. Donc j'aimerais que ce soit remercié aussitôt que les autres événements parce que le travail a été très intéressant et surtout remarquable. Merci. Merci Simonetta pour ce complément d'information, effectivement. Écoutez, il est 22h, l'ordre du jour étant épuisé et je vous propose de conclure ce conseil municipal et je vous souhaite de très bonnes vacances.